En août 1948, un petit avion a décollé dans l'Idaho avec 76 animaux à bord. Ils vivaient leur vie, jusqu'à ce que des humains décident de les aider en les lâchant en chute libre. On reviendra sur cette histoire d'avion un peu plus tard, mais pour l'instant, voici un fait très simple connu de tous ceux qui ont passé du temps dans une ferme, enfin, ou qui connaissent un minimum les moutons. Bref, les moutons ont besoin d'être tondus. C'est ce qu'avait à l'esprit Paul Hussell de Kemerton, un éleveur britannique. Ces moutons souffraient des assauts des mouches, il a donc coupé l'excédent de laine pour les aider. C'était fin mai, tout allait bien, jusqu'à ce qu'une nuit, la température tombe soudainement à 0 degré Celsius. Au matin, l'éleveur a trouvé 22 moutons morts et 10 autres proches de la mort. Tout ça parce que les animaux n'étaient pas en état de lutter contre le froid à cause de leurs propriétaires qui essayaient seulement de les aider. Eh bien, tu parles d'un coup de main. Croyez-le ou non, c'est pas un cas isolé. Lorsque Steve et moi avons creusé la question, on a découvert que les moutons peuvent effectivement souffrir des conséquences de la tonte. En juin 2020, dans l'une des républiques russes, plus de 900 moutons sont morts à cause de la neige et de la tempête. Oui, en juin. Bien sûr, ils avaient été tondus quelque temps plus tôt. Les animaux broutaient sans s'attendre à ce que le temps s'emballe. Selon les experts, la mort des moutons était directement liée à l'hypothermie consécutive à la tonte. Mais alors, les éleveurs n'habillent pas les moutons en fonction de la météo ? Eh bien, pas vraiment. Alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas tondre les moutons du tout, ou du moins le faire moins souvent. Je veux dire, le temps est imprévisible, on peut pas risquer la vie des animaux à chaque fois. Hélas, le fait est qu'il faut tondre les moutons domestiques. Les humains le font depuis des milliers d'années, et au fil du temps, ces animaux ont perdu la capacité de se débarrasser de leur laine par eux-mêmes. Dans la nature, ils se frottent aux arbres et à d'autres surfaces, mais les moutons domestiques ont depuis longtemps oublié comment faire. Leur laine ne cesse jamais de pousser, c'est sans fin, ce qui signifie que pendant l'été, les animaux ont toujours plus chaud. En bref, c'est très mauvais pour eux. De plus, les moutons avec beaucoup de laine peuvent rester coincés dans des passages étroits, faisant ainsi le bonheur des prédateurs. Sans oublier les mouches, les larves et toutes sortes d'autres nuisibles qui provoquent des irritations et diverses infections. Il s'avère que les moutons ont besoin de l'aide de l'homme, sauf quand il neige en juin, bien sûr. Si tout est clair en ce qui concerne les moutons, ils ont besoin de l'aide de l'homme parce que l'homme les a modelés ainsi, que dire des alligators d'Amérique ? Ces créatures ne ressemblent certainement pas à des animaux qui attendent de l'aide de notre part. Pourtant, quand Erin Weaver a vu un alligator descendre la rivière vers elle, elle a dû changer d'avis, car il y avait un couteau planté dans la tête du reptile. Un couteau à viande. On aurait dit que l'alligator implorait son aide. Et Erin était certaine que quelqu'un avait blessé l'animal volontairement. Selon elle, les alligators de cette zone n'ont jamais été agressifs, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas de légitime défense. Alors comment aider l'animal ? L'alligator a un couteau planté dans la tête. Que faites-vous ? A. Vous retirez le couteau. B. Vous appelez à l'aide. C. Vous vous enfuyez. D. Vous faites une vidéo pour TikTok. Si le couteau est toujours dans la plaie, il ne faut jamais le retirer. On pourrait croire que si un animal ou une personne est blessé, retirer l'arme devrait le soulager. Mais le couteau agit comme un bouchon qui scelle en quelque sorte les vaisseaux sanguins coupés. Le retirer, c'est comme déboucher une bouteille retournée. Le contenu va se déverser immédiatement. Vous avez déjà entendu parler de la tentative d'assassinat de Martin Luther King Jr. qui avait été attaqué avec un coupe-papier. Les passants voulaient le retirer de la plaie, mais les policiers qui sont arrivés sur les lieux ont vite compris ce que ça risquait d'entraîner. Le célèbre personnage fut emmené à l'hôpital où on a découvert que pendant tout ce temps, le couteau était en contact avec l'aorte. Si quelqu'un avait essayé de le retirer, ou si Martin Luther King Jr. avait éternué par accident, l'aorte aurait été perforée et personne n'aurait pu le sauver. Mais les humains sont pas des alligators, et l'animal qui nageait vers Erin Weaver pour demander de l'aide a eu de la chance. Cette espèce d'alligator est considérée comme l'un des animaux les plus résistants de la nature. La peau de l'alligator est recouverte de plaques osseuses qui lui servent d'armure et son crâne est fait d'os très épais et très lourds. Un atout indispensable quand on doit mordre dans quelque chose de dur ou qu'on ne veut pas qu'un autre alligator nous morde. En bref, le plus probable était que le couteau s'était logé dans l'os, sans atteindre le cerveau, et que le sang d'alligator aux propriétés antibiotiques avait accéléré la guérison. Eh bien, on dirait que les alligators peuvent vraiment s'adapter à presque tout, même au couteau à viande. Mais soyons honnêtes, même ces animaux ont besoin d'une aide professionnelle. Erin Weaver a donc fait le nécessaire.
Elle a appelé le Texas Parks and Wildlife Department, qui a examiné l'alligator et a fait tout son possible pour qu'il retourne à sa vie d'alligator. Il se serait passé quoi si Erin avait retiré le couteau d'elle-même? Peut-être que l'alligator se porterait bien, mais souvent, les gens qui pensent que, à défaut de sauver les animaux, ils devraient au moins les aider, ne font qu'aggraver la situation, et la rendre bien pire. Admettons-le, la plupart d'entre nous ont l'habitude de donner des morceaux ou des miettes de pain aux canards et autres oiseaux. Les canards ne disent jamais non à une telle friandise, ils se battent même entre eux pour l'avoir. Ils doivent vraiment aimer ça? Peut-être, mais c'est le même problème que celui qui touche les gens qui aiment trop la nourriture de fast-food. C'est délicieux, mais notre organisme n'est pas du même avis. Les oiseaux qui mangent du pain risquent de contracter une maladie appelée syndrome de l'aile d'ange. Un régime riche en calories, un manque de minéraux et de vitamines tord en quelque sorte les articulations des ailes. Les plumes pointent dans des directions différentes et par conséquent, les oiseaux perdent la capacité de voler normalement. Comment on peut voler quand une de nos ailes ressemble à ça? Voire les deux. De plus, les canards qui mangent trop de pain s'habituent à l'aide humaine et sont moins actifs. Pourquoi faire? Dans tous les cas, ils auront de quoi manger. Ainsi, leurs ailes deviennent trop faibles et les animaux prennent du poids. Mais c'est même pas le pire. Il y a une histoire, ou plutôt une légende urbaine, qui dit qu'un canard a un jour explosé. Enfin, pas en mangeant du pain. L'oiseau aurait mangé un pot de levure. En raison des gaz accumulés à l'intérieur, le canard a explosé dans les mains de son propriétaire, Silas Perkins de l'Iowa. Silas a perdu un œil à cause de ça. Il y a une raison pour laquelle j'ai appelé cette histoire une légende. Il est presque impossible de la confirmer ou de la réfuter. Mais le récit de l'explosion du canard a été publié dans des dizaines de journaux américains en janvier 1910 et c'est tout ce dont on dispose comme preuve. Comme je l'ai dit, parfois les gens qui essaient d'aider les animaux finissent par faire exactement le contraire, à première vue. Comme quand on lâche des animaux depuis des avions. On a commencé à le faire après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les États-Unis disposaient de suffisamment d'avions et de personnes ayant une expérience du pilotage, et apparemment beaucoup de temps libre. Ils avaient également beaucoup de truites arc-en-ciel qui devaient être déplacées vers un autre endroit. Bon, pour être honnête, les poissons n'avaient aucune intention de déménager, mais la pêche avait épuisé les réserves, il fallait les reconstituer. Il fallait faire quelque chose, mais transporter des aquariums coûte très cher, et tous les lacs ne sont pas faciles d'accès. Alors on s'est mis à larguer des poissons depuis les avions. Les premières tentatives ont été, disons, pas très agréables pour les poissons. En tombant d'un avion volant à une altitude d'à peu près 60 mètres, à une vitesse d'environ 320 km/h, un poisson touche l'eau avec une vitesse verticale de 50 km/h. L'impact déchirait certains poissons en deux, et d'autres subissaient un tel choc qu'ils coulaient au fond de l'eau pour ne jamais en remonter. Hey, you. You're finally awake. Mais même s'il arrivait parfois que les gens manquent leur coup et lâchent les poissons sur des arbres, cette technique de livraison fut considérée comme un succès. Lâcher 1 millier de poissons d'un avion coûtait... 3,70 €? C'est vraiment bon marché, sachant que ça revient à 18 ou 19 € avec d'autres méthodes. Parfois, après les poissons, on lâchait dans les lacs des crevettes et des plantes aquatiques afin que les poissons fraîchement relocalisés aient quelque chose à manger. La même idée a été employée plus tard pour déplacer des castors, également après-guerre. Vous vous souvenez de l'avion de l'intro? À l'époque, les gens aimaient vraiment expérimenter. Mais pourquoi on a besoin de déplacer des castors au fait? Eh bien c'est très simple. Comme il y avait trop de castors dans l'Idaho et qu'ils provoquaient des inondations, les habitants commençaient à se plaindre. En fait, c'est plutôt les humains qui avaient empiété sur le territoire des castors. Mais c'est pas le sujet. Auparavant, on déplaçait déjà des castors, mais on utilisait des camions et des chevaux, ce qui était un sacré défi. Il était évident qu'il fallait trouver un autre mode de transport pour éviter d'en arriver à abattre les animaux. En bref, il fallait une mission sauvetage. Et bientôt, les humains ont eu une idée brillante pour sauver les castors et prévenir les inondations. Regardez ça! On attachait des boîtes contenant des castors à des parachutes datant de la Seconde Guerre mondiale, puis on les larguait depuis un petit avion. Ça a l'air dingue! Je suis d'accord, ça en a l'air. C'est une chose de lâcher des poissons dans l'eau, mais des castors avec des parachutes? Pourtant, après quelques essais, ça s'est avéré être le meilleur moyen. En fin de compte, 76 castors placés dans des boîtes spécialement conçues ont été parachutés dans des prairies sauvages. Pour une raison quelconque, un animal a décidé de sortir de la boîte en plein vol et de sauter. Ce castor n'a pas survécu, mais c'était la seule victime.
À propos, le coût de chaque saut en parachute pour Castor n'était que de 6,50 € et la plupart des parachutes ont pu être réutilisés. Le projet a été un succès financier. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de déplacer les castors. On dispose de mesures de prévention des inondations dans les zones où vivent ces animaux. Et tout le monde est content. Mais on lâche encore des poissons dans les plans d'eau, même si on a appris à le faire aussi soigneusement que possible pour que 95% des poissons survivent. Est-ce que les poissons en sont satisfaits ? Eh bien, ils n'ont pas encore dit ce qu'ils en pensaient. À plus.